Hey everybody, welcome to Gomet, a design sprint rendezvous with Quentin and Thibaut and la creme de la creme of the French design sprint community. My name is Jake Knapp, I'm the creator of the design sprint. I approve of this podcast. Please enjoy. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le podcast Gomet, le podcast qui parle de design sprint. Ce soir, on est dans un endroit tout particulier, on est chez Digilytics et on est en compagnie de Sylvain. Sylvain, bonsoir. Bonsoir. Sylvain, comment t'appelles-tu Sylvain? Sylvain et Doré. Gomet. Très bien. Et Sylvain, alors du coup, Sylvain, toi, tu es le fondateur de mydesignsprint.io. Tu vas nous expliquer un petit peu à quoi sert cet outil-là. Mais avant ça, tu es aussi un sprint master, un facilitateur de sprint. Je ne sais pas, et tu vas nous raconter si tu as aussi déjà eu d'autres rôles dans un design sprint, par exemple, celui de designer. J'imagine que tu l'as peut-être expérimenté aussi. Tu as été aussi cofondateur de French UX. Ouais. CXO de smarterplace.ai. Oui. C'est ça. Mais oui, tout à fait. Ouais. Et tu as été UX designer chez Wax également. Et c'est là où on s'est connus, puisque pour la deuxième fois, après avoir rencontré Romain avec qui on avait travaillé, Sylvain, voilà, c'est aussi un comparse. Voilà, un comparse de... On ne rencontrera donc que des comparses. Et c'est une bonne question, à laquelle tu as la réponse d'ailleurs. Eh bien écoute, non, on a ouvert le sujet à d'autres comparses, des futurs comparses. C'était ma première intervention, elle est un peu floue, c'est pas grave, je vais essayer de me rattraper au fur et à mesure, mais c'est pas grave, continuons. T'as essayé d'embrouiller tout le monde. Ouais, j'ai réussi. Tu t'es fait avoir à ton propre jeu. Réussi, ouais. En tout cas, j'ai pas mal de rôles, notamment depuis que je suis chez Digilytics où le côté cabinet de conseil et startup studio fait qu'on teste plein de choses et puis on prend plein de responsabilités. Donc ça s'est pas mal accéléré effectivement il y a 2 ans où du coup on a commencé à devenir un peu commencer à apprendre un peu les gambettes du chef d'entreprise. Voilà. Mais ouais. Ok, Digilytics, tu peux peut-être nous présenter un peu plus en Ouais, détail. Carrément. C'est qui, c'est quoi, vous êtes combien, vous faites quoi? Ouais, aujourd'hui, donc ça fait 2 ans que je suis consultant orienté plutôt UX design et effectivement design sprint, enfin exécution du design sprint chez Digilytics. Digilytics, c'est quoi? C'est un cabinet de conseil couplé avec un startup studio. Ça veut dire quoi, Startup Studio? Startup Studio, c'est en tout cas les valeurs de Digi, c'est en tout cas d'aider les consultants à être plutôt en test and learn, donc avoir des idées, essayer de les tester sur le terrain. Pourquoi pas à la fin monter une boîte, une start-up du coup, mais la première idée était plutôt de se dire on va créer, on va aller tester des choses sur le terrain par nous-mêmes et ça nous évitera d'emmener les clients vers des fausses directions et de leur dire, de les amener plutôt dans des directions où on va leur permettre d'accélérer, d'être plus agile et du coup de faire peut-être même plus de business que ce qu'ils font aujourd'hui. Donc on est, en tout cas la boîte se veut vraiment créer un cercle vertueux où les consultants peuvent à la fois s'épanouir en conseil chez les clients et créer leur propre entreprise, pourquoi pas. Et du coup, c'est le cas pour moi, puisque j'ai eu l'occasion de monter 2 boîtes. Une qui n'a pas trop bien fonctionné, qui ne décolle pas trop. Premier échec. Et puis deuxième qui, là, pour le coup, on va voir, mais il y a une bonne traction, c'est plutôt cool. Ouais. Et c'est sur le sprint. Et alors du coup, comment t'en es arrivé à... Enfin, quelle est ta première expérience, on va dire, avec le design sprint, peut-être chez Digilytics ou avant, si tu peux nous en parler? En gros, c'est que tu nous racontes ton premier sprint. Ouais. Je sais pas si... Ouais. Le premier sprint, alors du coup, moi, c'était pas sprint master. Sur mon premier sprint, j'étais UX designer. Donc, j'étais plutôt attendu sur la journée de conception. Et donc, on avait, le client chez lequel j'étais avait engagé une autre compagnie pour faire une autre agence pour faire le design sprint, qui est en l'occurrence Tiga. Et donc, du coup, voilà, ils étaient venus animer. Et donc, moi, j'avais participé en tant que designer. C'est la première fois que je découvrais la méthode ou l'exécution de la méthode. J'en avais entendu parler. Je me rappelle avoir pas mal fouillé d'ailleurs avant le sprint pour savoir ce que c'était, parce que ça m'intéressait beaucoup. Mais voilà, c'était ma première
première expérience en tant que, sur un design sprint. Alors question du coup, comme tu pratiquais l'UX avant avec ces méthodologies classiques, alors je sais pas si on parlera de design thinking, mais en tout cas tu pratiquais en dehors du sprint. Quel gap t'as vu entre les deux? À quel moment qu'est-ce que tu t'es dit au moment où tu as découvert le design sprint par rapport à la pratique que tu avais toi de l'UX jusqu'à c'est une question dure parce que ça fait déjà, je pense que ça fait 2 ans, donc, c'était la rapidité d'exécution. En fait, ce qui était, moi en tout cas, la frustration que j'avais avec le design thinking, c'était que j'ai l'impression que c'était long et que les clients ne comprenaient pas forcément exactement où ça menait. Et du coup, là, la vraie différence, c'était qu'on sentait bien que l'impact auprès des clients était juste incroyable à la fin de la semaine. Tout le monde sentait que le travail qui avait été accompli avait répondu à des attentes. Il y a des gens qui désespéraient du projet en se disant que ça ne sortirait jamais. Et de voir un prototype à la fin de la semaine a clairement remotivé l'équipe, je m'en rappelle. Donc non, c'est la grosse différence. Le problème, c'est que j'ai un peu de recul maintenant, mais c'est l'alignement de toutes ces méthodes que d'habitude dans le design thinking, on utilise une fois toutes les semaines, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend de la longueur du cadrage du projet. Là viennent en 5 jours, sont faits très très rapidement et par contre dégagent un impact sur le projet qui est hyper fort. Donc voilà, globalement c'est plutôt ça que j'en retiens, des grandes différences. Enfin moi ce que j'en retiens maintenant en tout cas, et ce qui m'avait frappé c'était ça à l'époque. On a tendance à dire, et c'est aussi ce qui trompe souvent les gens et parfois les clients quand tu leur en parles, c'est de présenter le design sprint comme étant un remède au design thinking en disant, voilà, vous avez l'habitude d'avoir des résultats sur des prestations de design thinking classiques que les cabinets de consultants viennent vous vendre sur 6 mois. Là, on va avoir les mêmes résultats en 5 jours, en 5 ou 4 jours, peu importe. Et en fait, c'est une mauvaise conception, c'est une mauvaise compréhension de la chose. On n'a pas les mêmes résultats, on a des résultats différents. Alors, on passe par des étapes c'est une rationalisation du design thinking, ok. Chaque jour sur 5 jours représente à une des étapes du design thinking, ok, très bien. Mais le fait que ce soit contracté sur une durée précise a aussi ses limitations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce temps de maturation, ce temps de réflexion sur chacune des étapes, ce qui n'est pas forcément très grave parce que ça te permet d'avancer très vite, mais avec un prototype qui potentiellement peut être un peu moins abouti. Mais c'est aussi l'ambition. Ouais, complètement. Non, alors moi j'ai jamais eu l'idée que l'un cannibalisait l'autre, j'ai envie de dire. T'es plus dans une suite logique, c'est-à-dire que. Mais c'est là où je dis que j'ai peu de recul. Pour moi, le design thinking est plutôt dans une phase de cadrage à remettre en perspective le problème et à véritablement mûrir sur la façon, je dirais, créative les différents axes qu'on pouvait avoir de traiter un sujet. Pour moi, le design sprint vient justement donner un coup de boost à toutes ces opportunités qu'on détecte en design thinking et de se dire, voilà, on a potentiellement une première idée ou un premier problème qu'on a commencé à cadrer et auquel on souhaite répondre dans la phase de design thinking. Et après, le design sprint est juste une méthode parmi tant d'autres, je dirais. Mais l'avantage qu'elle a, c'est que elle permet de tester rapidement et de tomber rapidement, d'échouer sans trop débourser. Je dirais que si je parle comme pour un client, non mais c'est vraiment ça, et de se dire effectivement on a moins le temps de prendre du temps, je dirais, là où le design thinking nous en demande quand même beaucoup. C'est-à-dire que c'est là où moi, j'avais l'impression que dans le design thinking, les phases de maturation entre effectivement les ateliers, dans l'équipe en tant que telle, dans le groupe, avaient besoin de mûrir et donc le temps y jouait pour beaucoup. Là, le design sprint, tu te poses pas trop de questions, quoi. Tu as un problème, tu as déjà des pistes un peu créatives. L'idée, c'est d'aller en taper une le plus rapidement possible en sprint. Et en tout cas, c'est la vision que j'avais. Et de te dire, voilà, à la fin de la semaine, tu as réussi. Écoute, tant mieux, ça arrive une fois sur 10. Et puis les 9 fois restantes, on n'a pas vraiment réussi. Par contre, on a appris tellement de choses et on sait que cette piste-là, faut l'oublier parce que l'insight qu'on a eu des utilisateurs nous invite à penser que ça ne marchera pas.
Et donc, moi, c'est plutôt cette façon-là que j'avais de penser. Et ça me fait penser, tu vois, quand je t'écoute parler, et je repense à des trucs qu'on peut lire aussi à droite à gauche, et des préceptes qu'on voit de plus en plus revenir quand tu suis des influenceurs aussi sur Instagram autour du design, etc. C'est un peu le mot d'ordre qui est surtout en anglais, il parle d'overthinking. Le fait de surpenser ou d'intellectualiser en fait trop les choses. Et ce qui, en intellectualisant trop les choses, t'empêche de le faire parce que tu t'intellectualises trop, tu vas attendre d'avoir une pensée parfaite avant de commencer à la poser. Et effectivement, le design sprint permet comme tu te poses pas en termes de, tu te poses pas, t'avances étape après étape et t'as pas trop de temps de pause. Du coup, on te donne pas l'opportunité de trop penser à la chose. Et du coup, c'est ce qui permet d'avoir un résultat finalement assez rapide, quoi. Moi, à la rigueur, ce que j'ai pu voir comme limite au design sprint, c'est que généralement, comme on va vite dans le design sprint, après tout va vite. Alors que là où on devrait prendre du temps, c'est sur justement les résultats du sprint, les limites du proto qu'on a sorti. Et c'est peut-être là où justement on repart en design thinking en se disant ok, ça a ouvert des nouveaux champs de réflexion, des nouvelles opportunités qu'on doit peut-être mûrir, creuser, etc. Et par contre, ça, effectivement, je vois peu parce que parti dans un sprint, ça va tellement vite, ça correspond tellement à ce que les entreprises, je dirais, attendent de se dire on innove, on va vite, que du coup, on ne se pose pas 2 minutes pour se dire attendez, on a quand même une pile comme ça d'insights des gens qu'on a vus et il faudrait peut-être remettre un peu en question, même tout le projet, le business, etc., voir d'autres opportunités. Et je le vois moins, effectivement, que dans des phases de design thinking où là, quelqu'un pouvait venir te voir en disant j'ai une super idée, on recreuse, on reprend le temps et tout. Donc oui, je suis d'accord, mais j'avais pas cette vision, par contre, je dirais de cannibalisation, de cannibalisation, je sais pas comment on peut dire, mais entre l'un et l'autre, pour moi, d'opposition, c'était assez complémentaire plutôt pour moi. Parce que la question que tu as posée, Thibaut, aussi au départ sur design thinking et la bascule, etc., on en parlait, nous, en off, en se disant, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment, chez certaines personnes qui ont peut-être pratiqué beaucoup plus le design thinking, qui en sont plus emprunts, qui ont des convictions profondes par rapport au design thinking, et là où le design sprint est arrivé comme balançant un caillou dans la mare et venant un peu challenger des principes du design thinking qui paraissaient un peu immuables, et de montrer que non, ils ne sont pas immuables finalement, on arrive aussi à obtenir des résultats. Alors c'est pas exactement les mêmes, il faut faire un peu plus attention, mais globalement on arrive quand même vachement à avancer sur un certain nombre de sujets, et qu'en fait ces profils plus seniors entre guillemets dans le fait d'avoir déployé des démarches de design thinking avaient beaucoup plus de mal, tu vois, à abandonner, ou peut-être pas à abandonner parce que comme tu l'as dit, je pense que tu as raison, c'est plus complémentaire, mais à se faire à l'idée que le design sprint était potentiellement une méthodologie hyper puissante qui permettait quand même de mettre un petit peu d'ordre et de méthode là où quelquefois on pouvait voir des abus dans la façon de faire aussi du design, quoi, avec des phases de recherche qui étaient proposées qui étaient hyper longues, on ne savait pas très bien ce qu'on cherchait, ce genre de choses, ou même des phases d'idéation qui pouvaient prendre beaucoup de temps, et in fine on s'aperçoit qu'il y avait 80% des choses qui n'étaient pas forcément hyper pertinentes. Et ça c'est un switch, c'est toi qui m'en parlais d'ailleurs, je ne fais que reprendre tes mots, mais c'est un switch qu'on voit plus difficile. Or toi là dans ton témoignage… Moi j'étais pas du tout un ayatollah de design thinking, je voyais plus un arsenal de méthodes, d'outils qui permettaient de régler des problèmes. Le design thinking avait l'air d'être effectivement hyper puissant, mais du coup, c'est assez marrant, je n'avais jamais fait ce parallèle, et peut-être parce que du coup, j'avais pas assez baigné dedans, et j'étais beaucoup, en plus à l'époque, en tout cas dans mes 2 premières années d'expérience chez Wax Interactive, j'étais beaucoup sur de la conception. Donc j'intervenais quand même beaucoup sur plutôt le prototypage, et donc quand il a fallu commencer à monter des ateliers, à commencer à accompagner les clients pour faciliter ou aider à l'intelligence collective, j'avoue que je pense que j'ai jamais vraiment pris le temps aussi de théoriser ma façon de voir le design thinking ou je voyais des outils et je voyais pas, j'ai jamais pris le temps de prendre du recul là-dessus. Donc peut-être que ça fait de moi peut-être un très mauvais facilitateur en design thinking, mais
Mon objectif, c'était principalement il y avait des problèmes, je voyais des ateliers, des process, et j'essayais de comprendre vraiment en quoi chaque atelier pouvait m'amener à l'objectif suivant. Et tout ça en essayant de faire ça le plus intelligemment possible, mais c'est dur. Pour le coup, là par contre, design thinking, je trouve ça par contre plus dur à exécuter. Bien qu'il y ait des cohérences, mais par contre plus dur à exécuter que le design sprint. C'est marrant que la façon dont toi tu te vois, moi, comme on a bossé ensemble, c'est pas la façon dont je te vois, ou au contraire, je te vois plutôt comme pointu, aller chercher des exercices un peu originaux dans la facilitation, les choses comme ça. Et je pense que justement, tu en as plein qui sont en stock. Tu vois, je sais pas, tu parlais du Rubik's, votre méthode avec les personnes aéros. Enfin, tu vois, je sais que vous avez essayé plein de méthodes dont tu as parlé qui sont hyper intéressantes. Avec FrenchX, on a essayé d'être le plus créatif possible. Enfin, les valeurs de FrenchX, c'était vraiment d'amener de la gamification dans les ateliers où honnêtement, en tant que facilitateur, tu es là, c'est relou quoi. Donc non, c'était comment nos participants peuvent sortir d'un atelier avec effectivement l'ordre du jour qui est bien établi et tu réponds à l'objectif. Par contre, le gars, quand il sort, il se dit « Ah oui, d'accord, j'ai envie de retravailler avec lui. J'ai envie de… » Et même en termes de challenge, en fait, ça a un impact énorme. Parce que quand tu les embarques, après, eux pensent utilisateurs, donc ça avait un impact de fou. Et donc, je sais pas, j'étais pas pointu, je pense pas, mais par contre, j'avais à cœur de trouver l'outil qui répondait le plus aux problèmes qu'on me posait. Et qui m'éclatait le plus aussi. Alors ça, j'avoue que c'était… Et alors cette approche que tu avais finalement avec FrenchX ou avec la façon dont tu voulais animer tes ateliers, comment elle se traduit aujourd'hui dans potentiellement tes expériences avec le design sprint? Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis de côté ou que tu essaies de conserver? Enfin, comment tu gardes cette approche? C'est une très bonne question parce que ça a été… il y a quand même un fait sur le design sprint, c'est que tu peux pas t'improviser sprint master, quoi. À un moment… la méthode, il faut quand même la bûcher, faut un peu la poser et comprendre typiquement pourquoi cette série d'ateliers, comme tu n'as pas le temps vraiment de réfléchir à la transition entre tous les ateliers, pourquoi, où est-ce qu'il faut que tu arrives au premier atelier de ta semaine, de ta journée, et où va t'amener le dernier, et du coup penser les transitions, etc. C'est pas comme le design thinking où entre un atelier et un autre, tu as un peu le temps de reposer les choses. Si tu t'es un peu raté, tu peux en reposer un. Là, design sprint, tu craques, voilà. Donc, est-ce que ça fait écho à une expérience vécue, ce que tu dis là? Est-ce que tu t'es fait peur Oui, bien sûr. Parce qu'on a parlé, tu nous as parlé très rapidement finalement du premier design sprint où tu as été celui qui t'a fait tomber en amour, comme on disait. Exactement. Qui t'a fait tomber en amour avec la méthodologie. Et après, il y a un moment donné où tu as été facilitateur. C'était directement sur ton deuxième sprint ou c'est venu un petit peu plus tard? Non, deuxième sprint. Deuxième sprint, direct facilitation. Ouais. Okay. Deuxième sprint, alors la particularité, deuxième sprint. Ça me fait rire rien que d'y penser parce que moi, quand je suis rentré chez Digitix, il y avait déjà des consultants qui souhaitaient faire du sprint et qui avaient un peu revu un peu la méthode. Donc il y avait le design sprint en 5 jours et puis il y avait des design sprint 3 jours et des design sprint, alors on appelait ça flash, en 1 jour, mais qui était plutôt un cadrage tu vois, du projet et on ressortait à la fin avec plutôt une série d'idées, voilà, à mettre en place. Alors on y reviendra parce que voilà. sur ce qu'on appelle design sprint. Ouais, voilà. Mais donc voilà, il y avait cette déclinaison. Et donc moi j'avais commencé plutôt, je dirais, à utiliser des outils du design sprint dans des journées où je sentais que le problème était imposé. Et donc ça m'a un peu, comment je dirais, familiarisé avec les outils du sprint. Et mon premier sprint, c'est un peu… c'était un peu casse-gueule, pardonnez-moi le terme, mais c'était un peu casse-gueule. Explique-nous pourquoi. Je tease le truc. Détail. Mais c'est pas si simple à dévoiler, non. Non, mais en fait, je pars sur un sprint où globalement, faut sortir à la fin un nouveau service complet, quoi. Genre même un nouveau produit, quoi.
Et en fait, Ça, c'est l'objectif que vous étiez donné avant le sprint c'était avec un client ou c'était en interne? Non, c'était avec un client. C'était avec un client. C'était avec un client. Il y avait une grosse phase d'études de recherche utilisateur en amont. Donc, on a eu un compte rendu de l'agence et tout qui avait été nickel. Et du coup, je me dis, bon, ok, le problème a l'air d'être assez bien identifié, on part. Et en fait, effectivement, toute la recherche utilisateur fixait quand même bien sur le persona, enfin qui on allait toucher et comment on pouvait penser un truc. Mais en fait, je m'aperçois que non, en fait, c'est encore trop large. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut quand même bien descendre sur la problématique, bien la cadrer. Il y a quand même plein de choses à toucher. Ça, tu t'en aperçois en sprint? Ouais, je m'en aperçois. Je m'en aperçois le deuxième jour, je crois, un truc comme ça. À ce moment-là, tu blâmes qui? Là, je me blâme, non, mais vraiment, je me blâme, quoi. Je me dis, ouais, là, je me fusille en me disant, je sais plus, ça me vient en fait, je comprends que les clients arrivent plus trop à se positionner. Il y a un truc un peu flou, quoi. L'atelier fonctionne pas, les idées marchent pas, je sais plus, il y a un truc qui se passe. Et là, je me dis, ah non, mais je comprends pourquoi ça marche pas. Et là, je me dis, oh là là, comment je vais faire? Au final, c'est l'une des plus belles histoires parce que en fait, c'est un succès, ce sprint, par rapport aux clients. Mais par contre, honnêtement, c'est une histoire. Enfin, le moment où je comprends qu'on se met vraiment, mais vraiment dans le mal, c'est-à-dire que on pourrait avancer et il ne se passe rien, genre même ça n'a ni queue ni tête. Là, à ce moment-là, il est particulier, quoi. Et je crois que c'est le mardi dans la phase de sketching ou le mercredi sur la phase de décision où là, il y a plein de débats. Alors que normalement, il ne devrait pas y avoir de débat. C'est assez bien fait. Et là, je me dis... Et en fait, je ne sais pas si c'est parce que c'était pas bien fait ou si c'est parce que j'avais pas aussi la maturité de répondre aux questions qui étaient inquiétantes, qui sont inquiétantes à ce moment-là, qui est de dire on a eu plein d'idées et on a l'impression qu'on les met tous de côté. Il faut voter, il faut voter, il faut voter, il faut voter. Et du coup, les gens disent mais non, mais il y a plein de trucs, on laisse passer. Et c'est vrai que j'étais dit je sens que j'ai fait de la merde, je sens qu'il y a un truc qui est pas bon. Et là, il y a gros moment de solitude. Ouais. Et alors, comment justement tu as géré pour arriver à en faire le succès que tu évoques? Est-ce que tu te rappelles d'un moment où tu as réussi finalement à te réapproprier En fait, la particularité de Sprint, c'est que déjà, donc j'étais avec un autre consultant. Et donc, ce consultant-là, il connaissait bien le produit, il connaissait bien le client, etc. Donc, j'avais un ami à côté de moi qui pouvait un peu m'aider. Et donc, je lui fais un peu part de ce projet en disant bon, je pense que ça peut être un peu problématique. Bon, alors, on va vous excuse-moi, on va juste faire une petite parenthèse pour donner quelques éléments de contexte qu'on n'a pas donné au tout début du podcast. Mais il faut savoir quand même que on est dans les locaux de Digilytics. Je ne sais pas si je l'ai dit au début du podcast. Pas dans les locaux, effectivement. Voilà. On est chez Digilytics et du coup voilà, vous nous avez accueillis. Donc là, on est dans une salle au sein des locaux et du coup, il y a quand même des collaborateurs qui sont là, qui vivent et manifestement, ils ont l'air de bien aimer les locaux parce que là, il est 20h30 et les gens sont toujours là, à s'amuser avant d'arriver. En tout cas, c'était comme ça. Le vendredi soir, tout le monde se retrouve, donc en fait, c'est un peu comme ça qu'on vit au chez Digi. Tout le monde, hein, les associés et tout. Vendredi soir, c'est tout le monde se retrouve et s'explique la semaine. Donc, Voilà, et Gomet, c'est aussi ça. Gomet, c'est un podcast itinérant. Donc, il y a un fort aspect documentaire dans ce qu'on fait, puisqu'à chaque fois, on arrive dans des environnements très différents, avec des ambiances sonores très différentes. Donc voilà, mais on assume totalement. C'est un gros parti pris. De toute façon, on est obligé, on n'a pas le choix. Et en même temps, c'est ce qui est assez cool pour nous aussi, c'est d'arriver dans des environnements, de te rencontrer et puis de voir aussi l'environnement dans lequel tu évolues, quoi. Donc, du coup, effectivement, je dis à mon consultant qui était avec moi que du coup je sais pas où ça va aller et qu'il y a un truc qui fonctionne pas, que ça prend pas et que je commence à émettre des doutes et en fait on devient un peu
quand je dis, en fait, à ce moment-là, je me dis, ok, soit tu continues à trembler, à être fébrile et ça va pas passer, soit tu t'arrives à les convaincre que forcément il y a une idée qui est bonne. Et même si au début tu penses qu'elle n'est pas assez détaillée, bah, c'est pas grave, tu les emmènes au storyboard quand même. Et là, t'as pas de UX, tu vois, globalement, tu vas arriver à sortir un truc, puis on y va, quoi. Enfin, voilà, tant pis. Et donc, du coup, je m'appuie, et là, par contre, on avait une vraie chance, et je pense qu'on peut vraiment les mentionner, qui est Fast and Fresh, qui est un cabinet de conseil qui fait de la user research, qui avait fait vraiment une user research incroyable, et avec des vrais points clés, et honnêtement, moi, j'en ai pas peu vu qui font cette qualité-là. Et donc du coup je me rappelle des points clés de la user research et en fait ça me permet clairement de dire au client écoutez, vous avez fait une étude qui vous a coûté un bras, on vous a dit que vos utilisateurs ils voulaient ça, vous avez votre problématique business c'est ça, vos utilisateurs les tels points c'était ça, maintenant vous décidez de quel concept vous avez imaginé répond à ça et du coup je décide de dire aux participants bah vous collez les gommettes, voilà, vous votez en votre âme et conscience sur le concept qui vous plaît le plus, etc. Et par contre, je laisse le facilitateur 10 minutes en mode, bah, de toute façon, c'est toi qui prends la décision, c'est comme ça dans le sprint. Voilà, je tourne un peu le truc et je dis, voilà les points clés et tout, je te les remets, c'est clair pour toi, quel concept répond au tel truc. Et au final, il fait maintenant, je peux le dire, mais effectivement, il prend la bonne décision puisque le concept leur a permis de faire un peu de business après, donc très cool, avec un impact hyper fort, mais par contre, une sueur froide, comme jamais. Mais en même temps, tu as fait exactement ce qu'il fallait. J'ai l'impression que tu as pris le rôle et à un moment donné où. T'es obligé. Ouais. Non, mais oui, mais tu t'es basé sur ce que vous avez fait aussi avant, c'est-à-dire que vous aviez des insights très forts, vous aviez les objectifs business que vous aviez détourés dans les premières étapes du design sprint, et à un moment donné, bah, tu as pris ce rôle. Mais c'est marrant parce que c'est souvent à ce moment-là, le moment le plus fragile, c'est le moment où ils ont éventuellement choisi le concept et ils storyboard. Et c'est à ce moment-là où potentiellement ça peut partir un peu dans tous les sens. Ouais, complètement. Mais je reconnais assez bien aussi pas mal d'expériences que j'ai pu vivre à travers ton témoignage. Non, mais c'est super dur pour les clients. Ils sont dans la génération d'idées, ils comprennent pas trop parce que les 3/4 du temps, les gens savent pas exactement ce qui va se passer. Le but du sprint, ils savent qu'il va y avoir un concept à la fin, mais quand cette notion de venez, on diverge, allez-y, balancez des idées, et puis les gens commencent à y croire parce qu'au final, leurs idées, elles collent à des insights utilisateurs, elles collent à des insights business, elles collent à pas tout ça. Donc ils se forgent ça dans la nuit, le mardi soir, le lundi soir et le mardi soir, ça trotte, et puis les gens se font des convictions. Et effectivement, au moment, on se dirait, bah, désolé, il n'y en a qu'un qui va être choisi. Alors là, c'est le sbeul, hein, c'est clairement, là les gens se disent ah non, mon idée, et certains, ouais, c'est un peu compliqué. Et du coup, je pense que j'ai tremblé à peu près à ces moments-là. Ouais. Mais au moment du storyboarding, est-ce que tu es hyper intransigeant et tu gardes le concept et voilà, ou est-ce que tu permets quand même d'aller chercher tu vois, des éléments ailleurs qui peuvent être compatibles sans mettre en risque? Je pense avoir fait un peu des deux, mais je pense qu'il n'y a pas de bonne manière sur ce truc-là. Ça dépend vraiment de... typiquement, moi, je me rappelle que dans les sprints, il y a vraiment des groupes qui avaient été très engagés sur le storyboard et d'autres pas du tout. Et du coup, en fonction, pour pas perdre typiquement la dynamique des gens à vouloir t'aider à construire le storyboard, à vraiment participer, au final, peut-être que voilà, ils ont poussé des idées qui n'étaient peut-être pas votées avant, mais je me dis que dans cette logique un peu d'intelligence collective, ça sort pas de nulle part et que comme de toute façon on a validé le concept, alors le concept au global il est validé, mais sur des features, sur vraiment des points un peu précis dans l'interface ou dans le service, je dirais, j'ai tendance plutôt à faire confiance et à essayer de garder cette dynamique au lieu de dire non, on a voté et du coup on suit stricto sensu ce qu'on a dit. Oui, potentiellement ça peut venir alimenter. Et je pense que c'est aussi une des qualités, c'est aussi de se dire est-ce que la personne, quand elle te propose une nouvelle façon de proposer le truc, en tant que UX designer, tu n'es pas capable de réinterpréter un peu ce qui a été voté versus ce qui t'est proposé
pour en faire un couple assez intéressant qui va embarquer l'équipe. Parce que moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est en une semaine, tu forges une équipe, tu forges une team qui ne va pas déroger et qui va t'emmener le projet le plus loin possible. Et donc, à ce moment-là, j'aime bien s'il y a justement des gens qui commencent à avoir des idées et puis qu'ils se poussent les uns les autres, vraiment, ah ouais, ton idée, elle est géniale. Là, tu sais que tu tiens un truc et je préfère, peut-être au détriment de la méthode, bah là, se dire, ok, vous êtes tous d'accord là, ok, bah là, ça, on le met et c'est votre bébé. C'est un peu votre truc à tous, vous êtes tous d'accord, donc ça va un peu vous unifier. Et puis de fil en aiguille, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Et puis au fur et à mesure, la team, elle croit vraiment, vraiment au produit ou au service. Vrai ou faux? Alors, c'est une question qui est un peu qui est pour toi et pour toi aussi, Quentin. Est-ce que vous avez l'impression qu'au moment de ce storyboard, il y a la notion de skin in the game dans le livre d'Alberto Savoia. Genre, j'ai l'impression qu'au moment du storyboard, si l'équipe elle s'engage, c'est le moment où je me dis ok, on a un vrai concept qui peut fonctionner. Et j'ai vraiment eu l'impression sur tous les sprints quasiment qu'à ce moment-là, tu arrives à te faire là, une vraie idée sans en parler de est-ce que les gens ils croient vraiment au concept qui a été retenu, etc. Et c'est vrai qu'après, c'est là que moi souvent c'est au storyboard que j'ai des sueurs parce que tu sens toute l'énergie du groupe qui est en train. Le décideur il vient de prendre sa décision. Déjà, tu as une dynamique un peu compliquée à gérer. Et au moment où tu as ce storyboarding, tu as les gens, tu sens un peu l'opinion du groupe, ce qu'ils n'ont pas forcément réussi à faire au moment de la décision. Et je voulais vous demander, du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous autorisez à faire pour remotiver tout le monde s'il faut, ou au contraire, peut-être rechallenger le décideur. Des fois, j'ai du mal à me faire une conviction sur ce qu'est la bonne approche. Quand ça décolle pas, tu veux dire? Quand tu sens que tu as des énergies qui sont un petit peu opposées, tu vois. Qu'est-ce que vous faites? Je connais pas ce scénario-là, moi, à chaque fois, ça se passe super bien. Donc je vous écoute, hein, ça m'intéresse vachement. Non, je sais pas. Sylvain, c'est toi qu'on a envie d'écouter. Non, j'ai pas trop vécu. Donc, par contre, moi, storyboard, je le ressens pas trop. C'est plus avant, hein, c'est vraiment dans la décision du décideur où tu sens que soit ça mine l'équipe, parce que moi, j'ai beaucoup de sprints, par contre, où l'équipe, elle a voté assez finement, enfin, assez proche sur le même concept, quoi. C'est-à-dire que... Du coup, ça aligne tout le monde après. Ouais, ça aligne tout le monde, mais pour le coup, chez le client chez qui ça a fonctionné, le décideur a décidé de voter à côté. Et donc, du coup, ça a un peu refroidi. Le storyboard avait été... je m'en rappelle, puis on était un peu à la bourre sur celui-là, donc on avait fini un peu solo avec Clément qui est le consultant qui m'accompagnait. Mais ça avait un peu redescendu. Et effectivement, il y a une démotivation. J'avoue que du coup, là, c'est peut-être la seule fois où ça m'est arrivé. Et pour le coup, on s'est retrouvés à deux à faire le storyboard et les gens sont un peu partis parce qu'il était en plus un peu tard. Mais donc, du coup, je te dirais, ma solution, c'est tu te démerdes. Non, mais ouais, le seul cas, c'est que on a fini par se dire, ok, on va se débrouiller. On avait fait une présentation un peu rapide le lendemain matin au client. Et puis ouais, c'était un peu comme ça. Ouais. Moi, c'était un peu différent dans mon cas, parce que si, ça m'est arrivé, évidemment. mais tu l'as connu, je pense que le sprint le plus emblématique, tu l'as connu parce que tu étais en recherche, donc tu n'étais pas là ce jour-là. Mais c'était un sprint assez particulier parce qu'il y a eu une décision du décideur sur un concept qui, à la base, tu sais, quand tu as un peu l'habitude de faire des sprints, tu sais quels sont les concepts qui se tiennent un peu ou quels sont ceux qui, quand tu vas tirer le fil au moment du storyboarding, potentiellement, il va y avoir plein de nouvelles questions qui vont sortir. Ouais, c'est un peu comme un œuf d'araignée, quoi. Tu sais, tu te tapes dessus, c'est bon, ça part en vrille. Et là, ce jour-là, je me souviens, il y avait des designers qui travaillaient aussi avec nous et on se connaissait bien, donc, parce qu'on travaillait dans la même boîte. Et on voit le décideur poser sa gommette et là on se regarde en se disant la demi-journée qu'on va passer après manger, elle va être sport. Parce qu'on connaissait l'équipe, c'était une équipe, elle, qui lâchait pas, il n'y avait pas de démotivation, etc. C'est que des gens qui étaient hyper impliqués, etc. mais qui n'étaient pas vraiment toujours d'accord. Ça, c'est pas forcément grave. Si c'est des gens qui sont plutôt bienveillants, etc., il peut y avoir débat, etc. C'est pas grave tant qu'ils sont alignés sur la règle et qui est hyper importante de rappeler avant un sprint. C'est-à-dire qu'il y a un décideur, à un moment donné, tu es obligé de t'aligner. Potentiellement, la décision, elle va pas te plaire, mais il faut s'aligner et puis se mettre en ordre de marche.
Et là, après, quand il y a des débats, enfin, moi, la seule chose que je fais généralement, c'est que j'essaie de laisser l'espace de parole à tout le monde au moment du storyboarding, parce que c'est peut-être le moment dans le sprint où c'est le moins timé. Enfin, tu sais, où tu as le moins de step by step, toutes les 5 minutes, tu dignes, tu demandes. Enfin, c'est plus du note and vote, quoi. Il y a vraiment, tu retombes dans les travers, on va dire, justement, qu'essaye d'effacer Knapp quand il te parle de la méthodologie sprint, en disant on va pas brainstormer, il va pas y avoir d'échange. Au moment du storyboarding, potentiellement, c'est là où tu retrouves tous ces travers-là. Le leader d'opinion, la personne un peu timide qui, au bout d'un moment, s'efface, ce genre de choses, parce que les gens sont épuisés, etc. Et en fait, la façon de le faire, ce que j'essaie de faire au maximum, c'est de laisser la parole, un espace de parole à chacun. Donc, je réinvestis l'espace en disant, bon, toi, qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet? C'est quoi le sujet? C'est quoi le problème? En fait, tu fais un mini problème framing. C'est quoi le problème? Ok, on note le problème. Tu demandes à chacun, toi, quelle est ton opinion? Toi, quelle est ton opinion? Toi, quelle est ton opinion? Décideur, tu choisis. Qu'est-ce qu'on fait? Et il choisit et continue d'avancer. Moi, j'essaie de faire comme ça sur ces phases-là quand c'est vraiment compliqué. C'est pas mal, ça arrive ça responsabilise pas mal. Mais en ça fait, continue de responsabiliser. L'idée, c'est qu'à un moment donné, en tant que facilitateur, tu redéclenches une espèce de... Tu reprends le contrôle finalement de ce débat où il peut y avoir aussi des petits vents de panique, tu vois, à ce moment-là, et qui peut faire complètement exploser l'équipe. Oui, complètement. Et parce que c'est ça finalement, enfin, à mon sens, mais le sprint, c'est vraiment une gestion des énergies, quoi. Il faut arriver à les gérer, à les canaliser. Tout le monde n'a pas le même réservoir d'énergie. Tout le monde, donc, c'est un équilibre qui est hyper fragile, effectivement. Et à ce moment-là, sur des sprints difficiles, j'essaie de faire comme ça. Même si toi, en tant que facilitateur, tu as un avis, quelquefois, l'avis du décideur ne va pas du tout être celui que tu penses bon, mais il faut avancer, quoi. Et il faut garder en tête, en tant que facilitateur, toi, il faut que tu gardes une posture avec vachement de sang-froid, à te dire, on n'est pas en train d'essayer de sortir la meilleure solution de la planète. On est en train d'essayer de sortir un support qui va nous permettre de mieux apprendre. Et si le décideur, lui, il pense qu'il faut faire comme ça, alors il faut le faire comme ça pour lui. Parce que lui, il a besoin de le tester. Et c'est pas une posture facile. Mais bon, il faut le faire. Quelquefois, il faut être aussi un peu derrière ses potes quand c'est des designers que tu connais bien, que tu as embarqués et qui, eux, vont défendre leur bout de pain et leur dire écoute, il va falloir que tu sois aussi un peu humble et puis que tu mettes ça de côté pour la vie du décideur. Oui, c'est vrai. Et du coup, après, après sur les sprints que tu as fait après, donc tu as appris, donc tu as probablement anticipé un certain nombre de points. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais que tu ne faisais pas au début? Comment tu t'appréhendes, toi, tes sprints? Comment tu les prépares? C'est un vrai échange avec le décideur, de repositionner son rôle et de se dire que il va y avoir des phases très importantes et qu'il est aussi un soutien, c'est-à-dire qu'à un moment où il sent que les débats peuvent un peu... qui comprennent que du coup, moi, je vais le solliciter, ce que je ne faisais pas avant. En tout cas, je ne préparais pas un peu le terrain. Et des fois, du coup, le décideur pouvait se sentir un peu... je ne sais pas comment... il ne sentait pas cette obligation, ce poids qui pouvait compter et qui pouvait faire que en fait, ça se passe bien aussi. Et donc du coup, un échange un peu plus long et bien préparé en disant voilà globalement l'agenda, voilà les moments où tu vas intervenir et sur lesquels vraiment il faudra que tu passes. J'avoue que sur mes premiers, j'étais un peu, je pense que j'étais un peu désinvolte, quoi, hein, honnêtement. Je me dis la méthode. Sur les 2 premiers, il y a plein de trucs où je me disais ouais d'accord, dot voting, ouais ok, bon je connais l'outil, j'ai fait et puis mais en fait c'est vraiment l'enchaînement et tu sais à quel point, où est-ce que tu dois arriver ou quel type d'insight, d'outcome que tu as à la fin de chaque atelier, et ça j'en prenais pas trop soin. Au début j'étais pas donc en tout cas aujourd'hui sur le sprint je prends plus de temps la veille de me dire ok, repense bien les trucs, tu dois bien arriver sur ce type d'insight à ce moment-là. Voilà normalement ce qui est censé se passer. Si ça se passe pas avec ça, je prépare un peu plus, j'anticipe un peu plus les bons moments comme les mauvais. Et du coup, non, globalement, c'est un peu, je pense, c'est un peu tout. Et puis il y a plutôt le warm-up, c'est-à-dire que au début, j'étais moins dans notamment parce que je suis en plus passé assez rapidement au 2.0. Et donc on a un peu moins le temps. Mais j'essaye quand même d'ajouter quelques warm-up, etc. pour garder l'équipe motivée. Parce que par contre, dans la journée,
c'est pareil, hein, les baisses d'attention, les baisses de motivation, ça, faut les gérer. Et ça, je me rappelle que dans les premiers, ça avait été un peu compliqué. Le timing, etc. Enfin, c'était un enfer. Donc voilà, donc, de toute façon, on va travailler bien intensément en prenant bien conscience que il y a quand même des bonnes choses à prendre en compte. Je refais un peu le point là-dessus. Je responsabilise bien mon décideur. Et puis let's go. Ce que tu veux dire, c'est qu'au départ, quand tu dis que tu étais désinvolte, c'est qu'à un moment donné, tu t'es permis d'aller un peu vite sur certains exercices où tu faisais pas. Ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que finalement, le résultat, tu n'y prenais pas grand soin, tu avançais dans le truc en te disant de toute façon, je maîtrise, il va se passer, ça se passera bien. Et que finalement, maintenant, tu prends plus soin d'obtenir à chaque fois, à chaque étape, le résultat que tu souhaitais bien obtenir. Bah, alors, le résultat que je souhaitais, non, mais en tout cas, en tout cas, dans le bouquin, et enfin, tu vois, il y a ce côté, à un moment, tu sens, exactement, ouais, tu sens qu'il y a, normalement, si ça s'exécute bien, bah, tu dois avoir quelque chose où tu n'as pas de sueur froide, quoi. Ok, tu sens que c'est cadré, c'est toujours aussi bien défini, ça avance sereinement et il n'y a pas de trou. Bah, typiquement, ce que tu disais, hein, l'œuf, l'araignée, bah, c'est un peu ça, quoi. C'est de se dire, tu sens qu'il y a certains sujets sur lesquels ça a l'air de bien se dérouler, ça a l'air d'être en phase avec les objectifs qu'on a posés. Et quand tu sens que l'équipe commence à vraiment s'unir autour du sujet et remet peu, ça arrive jamais, pas du tout, mais remet peu un peu ce qui a été fait avant, les questions, etc. Bah, ouais, tu fais un peu plus attention à ça. Et en fait, par exemple, en fait, moi, le problème que j'avais, c'était surtout que j'avais fait les outils du design sprint indépendamment de la méthode. Alors, je les avais utilisés lors d'un workshop, lors de journées comme ça. Et donc, je maîtrisais l'outil en tant que tel, mais vraiment dans la méthode, ben, en fait, tu comprends qu'il y a un fil rouge et qu'en fait, non, tu peux pas. C'est pas freestyle, quoi. Même dans un atelier en tant que tel, même sur un dot voting, bah, y a un impact sur l'atelier d'après. Et ça, c'est la conséquence de l'atelier d'avant. Et ce que j'avais pas forcément compris quand je faisais des ateliers indépendamment les uns des autres. C'est quoi ton moment préféré dans le sprint? Alors, pas d'un point de vue macro. J'aimerais vraiment que tu me dises ton moment préféré à toi en tant que sprint master, on va dire. Peut-être les deux, sprint master et prototypeur. Le moment où tu sais que tu prends plaisir à l'exercice. Honnêtement, c'est dur parce que je suis UX designer. Et là que je vais prêcher pour ma paroisse. Mais je pense parce que quand même le moment du Sprint Master, mais c'est parce que j'ai cette sensibilité là aussi au design, c'est que la sortie du prototype, la revue du prototype, en tout cas moi j'en fais une du coup le jeudi soir pour le 5 et le mercredi soir pour le 2.0. Le 2.0, juste pour préciser, pour les gens qui nous écoutent, oui. qui ne connaissent pas, c'est la version 4 jours, qui a été pensée par Hygiene Smart. Exactement, ouais. Et du coup, moi c'est vraiment quand les participants voient le résultat final. Voilà. Même si les tests ne sont pas encore arrivés, le storyboard, je trouve que c'est encore trop flou. Ça dépend vraiment de la qualité de l'UX, du UI sur le papier à retranscrire un truc un peu sympa. Mais jamais eu de waouh ou voilà. Moi, j'adore voir les yeux des participants et du décideur le soir du prototype, où là, c'est tangible, quoi. Là. Et puis, il y a les tests le lendemain, donc tout le monde est un peu qu'est-ce que ça va donner et tout. Et moi, perso, j'avoue que c'est ce moment-là, moi, qui me fait kiffer. Les tests utilisateurs, j'aime bien, mais quand ça répond pas exactement, alors ça arrive donc ça arrive tout le temps pratiquement, hein, que les tests utilisateurs répondent jamais favorablement au prototype. C'est moins, comment je pourrais dire, c'est pas surkiffant parce que les tests, moi en tant que UX designer, j'en fais tout le temps, donc j'ai pas,
c'est pas quelque chose voilà, ça me jette pas. Et en plus de ça, quand on réussit pas, le décideur, il fait toujours un peu la tête, quoi. Il se dit comment je vais expliquer ça, Et c'est dur, hein, du coup, parce qu'après, il faut travailler avec lui sur mais qu'est-ce qu'on a appris, comment on rebondit, etc. Donc ça, c'est cool, et c'est même encore plus enrichissant. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce petit truc, quoi. À la fin de la semaine, tu te dis on n'a pas trouvé le truc. Et moi, c'est ce moment un peu magique, c'est un peu la vue du prototype où tu sens que l'équipe, tu l'as essoré et tu dis, voilà, quand tu as sorti le proto à la fin, tu dis ok. Et puis après, bon, vient la deuxième journée, vient les tests où là, voilà, ça peut être un peu la déception, quoi, hein, clairement. Mais ouais, c'est un peu ça mon moment préféré. Ok. Moi, j'avais une autre question aussi, c'était peut-être avant de passer à la suite, avant que tu aies d'autres questions aussi Thibaut sur la pratique de Sylvain, mais c'était, est-ce que tu as des hacks perso un peu sur la méthodologie? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes bien faire un peu différemment parce que tu te sens plus confortable avec ça, avec cette façon de faire? C'est pas forcément des hacks énormes, hein, mais c'est des petits trucs à toi que tu as... Tu vois, tu t'es dit, tiens, ça, je vais le faire comme ça parce qu'on va arriver sensiblement sur le même résultat, mais je me sens plus en contrôle si je le fais de cette façon-là. Je sais pas si c'était conseillé, mais moi je prends, typiquement, parce que c'est vraiment quelque chose qui me frustre beaucoup, je rappelle avant la décision, toute cette étape de décision, je rappelle vraiment, je chope le facilitateur et le décideur et je lui réexplique un peu son rôle et il dit là aujourd'hui, là c'est ton moment. Voilà, là tu vas comprendre pourquoi je t'ai appelé décideur et qu'il va vraiment falloir comprendre que tu m'as fait intervenir, on fait un projet, on a toujours une bonne ambiance et c'est toujours un peu cool. Donc voilà, on a bien bossé, c'était un peu détendu. Mais clairement, là, je te le dis, il ne faut pas te dégonfler, quoi. Parce que potentiellement, tu vas peut-être être d'accord avec les autres ou, et si tu n'es pas d'accord, ben bon, il faudra que tu le dises, que tu l'assumes. Et il faut que tu l'expliques en plus parce que tu vas avoir aussi ton moment où toi tu vas pitcher aux gens pourquoi c'est cette décision et pourquoi ils doivent travailler avec toi et pourquoi tu dois l'embarquer. Donc je lui rappelle ça avant. Je ne sais pas si c'était dans la méthode, mais moi je l'ai rajouté, voilà, de ce que j'avais lu, mais je l'ai rajouté. Et non, comme j'ai peu pratiqué, au contraire, j'étais plutôt bordélique au début et je reviens tout doucement à la bonne pratique. Non, c'est vraiment l'inverse en fait. Je reviens un peu plus à la... T'arrives à l'âge de la maturité finalement. Ouais, c'est exactement ça. Ça a 28 ans, j'ai fait quelques sprints. Je vais pas faire comme papa. Non, mais vraiment, en plus c'est vraiment ça. Je prends le contre-coup des frayeurs que je me suis fait auprès des clients. Et je me dis peut-être que si tu avais commencé par vraiment bien lire le bouquin, bien le crayonner, tu te serais fait un peu moins peur. Bon, apparemment, vous l'avez lu le bouquin et vous êtes fait des frayeurs, donc je me dis que c'est peut-être pas si mal, mais... C'est pour ça que je te demandais au tout début, je t'ai dit, mais tu blâmais qui à ce moment-là? Et j'espérais que tu dises, mais je blâmais Jake Knapp. Non, mais... Parce qu'il m'a menti, il m'a dit que ça allait bien se passer. Ouais, c'est ça. Ça me rassure, mais non, moi, pour le coup, les premiers sprints, puisque j'ai commencé il y a du coup pas très longtemps, il y avait déjà des vidéos, il y avait déjà des trucs et tout, donc je n'étais pas passé par le bouquin. J'avais fait les contenus sur Internet, j'avais bien... C'est peut-être dû à ça aussi, c'est que tu as peut-être papillonné un peu dans ces contenus. Exactement. Parce que c'est les contenus d'IGN Smart dont tu parlais essentiellement, non? Ouais, il y a le Design Sprint Kit qui est aussi sur Internet, Google, où là il y a vraiment toutes les méthodes et tout. Mais effectivement, il n'y a pas les à côté, il n'y a pas les petits tips, il n'y a pas... Et donc... moi j'ai plus papillonné, je pense, encore que celui qui lit le bouquin parce que je voyais les outils, comme j'adorais les ateliers, je me disais ok, ça correspond à un atelier que j'ai déjà fait, qui est pas très loin, etc. Et en fait j'ai fait des raccourcis dingues et là je me suis dit, quand j'ai commencé à faire mon premier, donc j'ai exécuté plutôt pas mal, mais par contre comprendre qu'en fait tout ça c'est un fil rouge, c'est une suite et qu'il y a vraiment des enjeux forts à certains moments du sprint. Là je me le suis pris dans la tronche après 2-3 sprints et je dis ok, bon, on va relire, on va réécouter les vidéos, on va réécouter les podcasts, on va tout reprendre et puis on va se dire ok,
Ok, on devient un peu plus sérieux. Donc non, Thibaut, je ne suis pas un UX designer pointu. Je suis quelqu'un qui adore éclater les gens. Voilà. Non mais vraiment en plus. J'ai toujours vu les ateliers comme une façon de résoudre des problèmes tout en s'amusant. Et du coup, Sylvain est d'abord géo de Ouais, formation, exactement. il faut le savoir. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus, j'ai mon BAFA et j'étais éducateur et je pense que ça a un sens. Mais voilà, tout c'est clair. Mais vraiment en plus, je suis sûr que ça a un sens, ouais. Et d'ailleurs, c'est les mêmes bases, c'est-à-dire qu'en termes de motivation, c'est assez marrant de retrouver dans un atelier, on fait un warm-up, on cadre, on explique, on fait un warm-up, on part vraiment en brainstorm ou sur d'autres types d'ateliers parce que l'animation elle est au plus haut point. Et on finit par une activité où on retranscrit, les gens présentent généralement les résultats. Ou voilà. Et ben dans l'animation, c'est exactement pareil pour un enfant. On explique un peu tranquillement, on déclenche, là ça court partout. On lui fait faire l'activité, tout le monde est chaud, personne ne se blesse et ça se passe bien. Et on redescend sur une activité calme. C'est exactement le même principe et du coup, ça m'a vite éclaté de faire ça. C'est un vrai sens. Tu l'avais cette métaphore? Ah non, elle est géniale. Enfin, métaphore, c'est pareil, je l'avais pas non plus. Ouais, j'ai toujours vu ça comme ça. Quand il l'a raconté, je me suis rappelé, je l'ai pas eu souvent, mais j'ai vraiment une fois où il y a une partie où on a dit « Ah mais en fait, il y a un moment, au début, je réfléchissais à chaque exercice, je me disais « Pourquoi on fait ça, machin ?» À la fin de la journée, j'étais fatigué, j'ai dit « Bon ok, je laisse tomber et juste je fais ce qu'on me dit et je suis l'étape par étape et ça va bien se passer. » Et clairement, ça c'est, je me suis dit, c'est un peu ce que tu dis, c'est genre les enfants, tu leur donnes le truc, ils le font, ils s'éclatent, puis après ils se reposent et en fait ils sont pas à réfléchir. Eux, leur job c'est de réfléchir à chaque exercice au fur et à mesure, mais pas à commencer à autre chose. Bon alors après, tous les participants n'arrivent pas à rentrer dans cet état d'esprit. Non, c'est dur, hein, mais c'est d'où et avec French UX notamment, on défend beaucoup ça, c'est la gamification, les warm-ups, ce genre de choses. Demander de quelqu'un de courir un sprint alors qu'il ne s'est pas échauffé avant, impossible. Enfin, il va se casser quelque chose, ça va mal se passer. Demander à quelqu'un de faire un brainstorming de 30 minutes et de te sortir une quantité d'idées sans l'avoir un peu échauffé, sans l'avoir un peu libéré de la charge de travail qu'il a pris avant, de tout ce qui lui tracasse la tête, de machin, ça va pas bien se passer. Donc, on part de ce principe-là. C'est là où la méthodologie de Knapp aussi est géniale. C'est-à-dire qu'au moment de l'idéation, justement, l'idéation en 4 étapes, là. Ouais. En fait, c'est ce qu'il t'explique dans le bouquin. Il te dit, je l'ai pas inventé le truc. Hein. Je suis allé chercher, je suis allé voir j'ai lu des études de mecs qui ont travaillé sur comment libérer la créativité, etc., etc. Et puis comment les mettre en confiance sur un temps court. Et donc il y a ces fameuses 4 étapes là. Qui marchent à chaque fois. Par exemple, c'est un moment que j'ai jamais challengé. Alors que des méthodologies d'idéation, il y en a plein, quoi. Tu vois, il y a plein de choses, qui existent. Tu regardes dans les Innovation Games ou tu regardes dans n'importe quel manuel d'UX classique, comment crayonner un concept et tout. Il y en a plein des différentes. Là, c'est relativement simple finalement et ça marche. Alors moi, je le challenge en fonction des projets, mais effectivement, dans la façon dont ça a été fait. Ça se passe toujours très bien. Alors tu challenges en fonction des projets, voilà. Ça, on est sur du hack alors peut-être. Oui, potentiellement. Quand tu dis que tu le challenges en fonction des projets, c'est que tu vas changer la façon de faire en fonction du challenge du sprint. En fait, il y a des aberrations. En fonction de certains projets, il y a des aberrations. Et là, je sais même pas mon hack parce que c'est typiquement une interview qu'on a fait il y a pas très longtemps, en tout cas, elle avait dit cette phrase. Et ça m'avait fait beaucoup rire parce que c'est vrai. Mikey Coppens, qui fait le Vocal Design Sprint, dit un Crazy 8 pour faire du Voice Design Sprint sur du conversationnel, ça n'a aucun sens. Donc à un moment, et c'est là où le Design Sprint, il est génial, mais pour quel projet, dans quel contexte tous les ateliers méritent ça mérite d'être re-questionné en fonction du contexte, parce qu'effectivement, si tu ne re-questionnes pas sur du conversationnel, te pose pas la question, un Crazy 8, ça sert à rien. Ça va devenir vite compliqué de trouver 8 façons différentes de dire la même chose, la même phrase, ou de sortir un truc, quoi. Donc oui, c'est pas des hacks. Enfin, je trouve pas que c'est des hacks, c'est juste que à un moment, tu sais que l'outil. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est une adaptation au problème qui t'est soulevé, quoi. Et du coup, Sylvain, on parlait de hack, au niveau de la méthodologie. Ouais. Je pense que c'est une bonne transition vers ce que vous proposez avec My Design Sprint. Alors
la chance de le voir, Quentin et moi, puisque tu me l'as présenté. Mm, Du coup, moi, je voulais savoir un peu ce que tu avais comme vision de My Design Sprint dans la pratique du sprint. Enfin, si tu pouvais nous parler un peu plus de l'outil. de l'outil, ouais. Alors déjà, qu'est-ce qu'on dit? On dit My Design Sprint ou My Design Sprint.io? Enfin, c'est quoi le nom? C'est une très bonne question. Non, My Design Sprint suffira pour l'instant, je pense. Ok. My Design Sprint, du coup, c'est quoi? C'est, en tout cas, sa volonté est une plateforme web qui permet du coup aux facilitateurs de planifier son sprint, de l'organiser, je dirais, en tout cas, effectivement, customiser l'agenda, ses workshops, récupérer tous les contenus en phase de run, donc les contenus des participants, et de pouvoir les partager facilement à toute l'équipe, voire même potentiellement, en tout cas on planifie ça, de pouvoir exporter l'ensemble du document pour pouvoir le transmettre après PDF, PowerPoint, etc. Donc l'outil il est né alors je dirais de ma courte expérience, puisque au début on s'était né d'une discussion avec du coup mon associé Jérémy avec qui on discutait. Lui était plutôt participant dans les sprints et du coup on faisait un peu état de mon dernier sprint en racontant un peu les problèmes qu'on avait rencontrés et du coup on s'est dit viens on prototype un truc. On avait fait ça sur Aditor, je me rappelle, et du coup on avait prototypé un truc avec des sections qui étaient du coup censés être les différents workshops, des blocs où on pouvait copier-coller des images, enfin tous les contenus du workshop, etc. Et ça avait fait le taf, dans le sens où on se disait ok, c'est sympa, et ça m'avait pas mal aidé. Pour autant, ouais. T'as dit quel outil? Aditor? Aditor, ouais. Je connais pas du tout. Ouais, c'est. Quel est cet outil? C'est un outil de veille que moi j'utilise. En fait, ça permet de créer des pages de veille. En fait, c'est une page web sur laquelle tu vas mettre tous tes liens de veille, tes docs. Et donc du coup, moi, j'en ai plein. Et en fait, j'ai dit mais viens, je suis sûr. Enfin, on peut faire ça. On peut écrire du texte, on peut mettre des images, on peut mettre des docs et tout. Donc viens, on crée vraiment Et on a fait ça la veille d'un de mes sprints en fait. Donc je dis mais viens, on le fait. On a fait ça le soir, vraiment la veille. Et je dis vas-y, je le teste dès demain matin, on regarde et tout. Et on s'est dit c'est en fait trop bien quoi. Enfin trop bien. Moi je prenais les photos, je mettais dans les trucs. C'était vraiment galère parce que c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des gros problèmes. Et du coup on s'est dit il y a un truc à faire. Viens, on commence à faire un petit prototype et puis on va en parler, on va voir, et puis on va voir si les gens typiquement rencontrent les mêmes trucs que nous, puis on va essayer de l'affiner, de le travailler et tout. Et c'est comme ça qu'est né du coup My Design Sprint. Et ce prototype, c'est un prototype qui a été réalisé à l'issue d'un design sprint ou... C'était la question que tout le monde nous pose. Un design sprint d'une soirée? Non, un flash sprint? Non, mais alors, et c'est très marrant, et je pense que je commence à trouver la réponse à cette question. Non. Ça va pas alors. Non, parce que comme tous les clients, on n'avait pas le temps. Non, en fait, ce qui est dans le cadre de Digilytics, on a donc des occasions de se retrouver pour créer effectivement des boîtes, enfin en tout cas faire émerger des idées et d'essayer de les approfondir. Mais effectivement, et ça se structure d'ailleurs grâce aux méthodes Design Sprint. On n'utilise pas forcément les outils Design Sprint pour le faire. Ça commence, même pour vous le dire clairement, aujourd'hui, une idée qui est validée par les associés Digilytics ont le droit donc à un investissement de Digilytics qui est dit on te libère une semaine avec l'équipe pour faire un design sprint et faire le prototype et le tester, etc. C'est génial. Voilà, donc ça, et c'est issu vraiment des retours d'expérience que vous avez pu avoir. Exactement. Et donc ils veulent mettre ça en place et effectivement, ils proposent du coup à l'équipe, en tout cas le projet s'il est solide, de le faire. Or, puisque nous on a pitché le sujet, c'était assez marrant parce qu'en fait, on avait une vision et une version assez, puisqu'on avait déjà nous un proto, on l'avait fait en une soirée, etc., assez avancé qu'on a dit,
Globalement, en fait, non, nous, on n'a pas besoin de design sprint parce qu'en fait, on avait déjà prototypé. Moi, je l'avais un peu testé, j'avais vu un peu les limites par rapport à ce que je faisais. Et on se disait, en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est juste le tester, enfin, en faire une version un peu plus fidèle et recueillir plus de feedback que moi, ce que j'avais fait. Et d'où, du coup, ce que vous avez vécu, c'est-à-dire les meet-up, on a fait pas mal d'interviews et pour essayer de valider un peu plus les choses. Ouais. Mais tu vois, tu m'as convaincu. Je m'attendais à te piéger avec cette question. Et finalement, je me dis, mais je me suis un peu piégé moi-même. C'est parce que, tu vois, on a dit au tout début de notre discussion, on se disait, bon, le design sprint, ça remplace pas des démarches traditionnelles, plus traditionnelles, le design thinking, peu importe comment on l'appelle. Et là, c'est le cas en fait. Je t'entendais en parler, et puis je me disais, oui, mais en même temps, il m'a expliqué le concept, pas le concept, le contexte. Vous n'êtes pas 15 000, il n'y a pas 15 000 personnes à aligner. Complètement. Vous étiez deux, ou voire vous étiez deux, vous pouviez aller beaucoup plus vite en fait qu'en sprint. Il y a beaucoup moins ce besoin d'alignement, de poser la photographie de plusieurs personnes différentes et de s'aligner sur cette photo. Ah, il n'y avait pas, au contraire, même. L'attente, elle était plutôt du côté de mon associé, de l'équipe, puisque d'ailleurs, moi je suis pas seul, hein, Jérémy est mon partenaire. Aujourd'hui, on a Christophe, qui est donc l'un des 3 associés, qui est aussi associé, qui est partenaire, et on a Thomas aussi qui nous accompagne beaucoup, notamment sur les maquettes, etc. Donc en fait, moi j'ai d'ailleurs commencé à donner mon feedback. En disant voilà le prototype, voilà en quoi il m'a posé problème, voilà voilà où étaient vraiment les pains et ce que en fait je commençais à réaliser qu'en fait c'était des problèmes que j'avais à chaque sprint. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu as réalisé ce prototype sur la base de ta propre expérience. Ouais. Finalement au départ. En fait, la veille, je lui ai dit typiquement moi ce qu'il me faut. Tu l'as fait pour toi. Ouais, c'est ça exactement. C'est exactement ça. Je l'ai fait pour moi. Et je leur ai dit, voilà, globalement, voilà ce que je détecte et qui moi, me pose problème aujourd'hui. Et en fait, on a commencé à y réfléchir, puis on en a parlé à d'autres Sprint Masters, et on s'est aperçu que les problèmes étaient un peu similaires. Et c'est comme ça qu'en fait est né My Design Sprint en disant, en fait, peut-être qu'on n'est pas les seuls à en avoir besoin, quoi. Ça peut vraiment aider. Et donc du coup, on a commencé à essayer de toucher un peu plus les gens. Et alors du coup, est-ce que tu peux revenir un peu plus en détail sur ces problèmes que tu as identifiés? Je suis intrigué par ce que tu as prototypé du coup cette veille de sprint. Ouais. En fait, en gros, c'est quoi l'outil que tu t'es créé et que du coup, que derrière tu as industrialisé? Alors la particularité, c'est que dans ce prototype, il n'y avait que la phase de run de sprint. C'est-à-dire qu'on avait vraiment, mais c'est là où on s'est aperçu qu'on avait besoin vraiment de customiser son sprint, c'est que moi Jérémy, je leur avais dit voilà, moi je te customise ton sprint, vas-y, t'inquiète, je te le fais. Et en fait, tout de suite, il me dit, mais c'est quoi ton agenda? Et donc du coup, moi, en fait, effectivement, j'avais un peu adapté l'agenda, quoi. Donc, il ne pouvait pas se référer à des agendas qui sont connus sur la toile, le 2.0 ou classique. Et donc du coup, d'un coup, il m'a dit, ok, et en fait, le truc était personnalisé, quoi. Voilà. Il y a les agendas, le titre des éléments, les instructions, les éléments qui étaient vraiment dans le editor. Tout était personnalisé à ce que moi j'avais fait dans ma presse, quoi, globalement. Alors attends. Ouais. Parce que du coup, tout à l'heure, tu as dit que tu n'avais pas trop de hacks. Ouais. Et au sprint suivant, je caricature, finalement tu arrives avec un outil où on te dit j'ai customisé tout mon sprint. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est la customisation, mais parce que dans le contexte où j'étais, du coup, oui, j'avais changé quelques ateliers. Et c'est surtout aussi parce que moi, je faisais du 2.0 là, sur celui-là, et que du coup, Jérémy, par exemple, avait dans sa tête le classique Design Sprint. Donc du coup, les jours, c'est pas les mêmes, les ateliers, c'est pas forcément les mêmes temps, les mêmes durées. Et les temps, les durées, c'est important. Donc du coup, effectivement, il me dit, ok, en fait, voilà, il faut que j'adapte ça à ton agenda. Donc lui a fait tout l'agenda sur Editor. Et je suis parti en mode le lendemain avec le truc. Donc la particularité, c'était vraiment d'avoir ça, c'est-à-dire cet outil qui me permettait en fait d'avoir mon agenda, qui me permettait de dire ok, je sais que l'atelier suivant c'est celui-là, ça me permettait un peu de me préparer.
je mettais ça sur mon ordinateur et puis je taillais, quoi, je faisais mon run. Et puis c'est là où j'ai compris que ça ne suffisait pas, quoi, hein. Le timekeeper n'était pas là, enfin, le timer n'était pas là. Moi, j'étais plutôt sur du timer digital. Je n'ai pas le gros timer rouge que tout le monde souhaite. Et ça coûte trop cher. Voilà, je le dis, je suis désolé, mais ça coûte trop cher. Du coup, c'est vrai que parti du principe que j'allais avoir un outil, en fait, je me suis dit, ah oui, non. En fait, et du coup, en fait, c'est là où ça a été la catastrophe, c'est quand j'ai commencé à multiplier les outils parce qu'il me fallait mon timer, parce qu'il me fallait au final mes slides, parce qu'il y avait quand même des trucs qui n'étaient pas super accessibles. Et donc du coup, là, c'est devenu un peu le carnage. Donc là, les Rex, le retour d'expérience à la fin de chaque journée, c'était en mode ça n'a pas fonctionné, ça, il aurait fallu ça. D'où le fait que vous ayez vu un proto qui peut-être semblait, parce que ça restait du Figma quand même, hein, donc, mais qui pouvait peut-être, et je suis content de savoir que ça avait l'air plus fin pour vous, mais de base, c'est tiré que de mon expérience. Ouais. Même pour être plus transparent sur comment c'est passé, c'est qu'au début, c'est moi, on me fait intervenir comme Sprint Master dans le projet My Design Sprint, qui s'appelait avant One Page Sprint, puisqu'on avait l'idée de faire une seule page où tu aurais tout, en fait. Mais pourquoi vous avez lâché cette idée-là, par exemple? Parce qu'on comprend en fait qu'il y a un moment pour tout, et il y a un moment pour préparer, et il y a un moment pour faire le sprint, et que du coup, tout peut pas être en une page. Il faut vraiment qu'à un moment, il y ait une page avec des instructions. Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, c'est cœur. Les gens doivent comprendre les instructions et aller au bout de l'exercice. Et donc, on ne peut pas laisser l'agenda en même temps. C'est pas possible. Donc, là où au début, on pensait l'agenda suffirait, non. En fait, il y a vraiment un temps pour préparer, pour se poser des questions sur chaque workshop, le temps que je mets sur chaque workshop. Et puis ensuite, quand on run, du coup, de se dire, OK, j'ai besoin d'éléments qui me permettent de comprendre ce que j'ai fait un peu avant, ce que j'ai fait après, mais mes participants, ils doivent pas être mélangés à tout ça. Une tâche simple, faite, bien faite, voilà, et qui est claire dans leur tête, qui les aide justement à faire bien le travail. Et puis c'est à moi de m'occuper après du reste, de la transition, etc. Et du coup, qu'est-ce que vous avez appris lors de ces meet-up et de cette présentation? Est-ce que tu me dis, il y a eu 2 meet-up, non, un meet-up et 2 webinars? Ouais, on a fait un meet-up à Paris du coup pour avoir des personnes physiques, les rencontrer, et puis commencer aussi à discuter de vive voix avec d'autres Sprint Masters. Et puis on a fait 2 webinars à l'étranger, 2 webinars où là pour le coup on a reçu des gens à distance. Plutôt des gens à distance. Du coup, qu'est-ce que vous avez appris? C'est quoi les key les key learning, ouais. Les key learning, alors du coup, je vais dévoiler. Je sais pas quand est-ce que sort le. Ouais, non, mais je sais pas quand est-ce que sort effectivement le podcast, mais on doit écrire un article sur du coup ce qu'on a un peu appris sur chaque phase. Pardon. Et donc du coup, sur la phase de préparation de sprint, typiquement on n'avait pas pensé, et ça vient du prototype, on n'avait pas pensé que la préparation du sprint était dans le sens même des ateliers, ça peut être des semaines entières de préparation parce que on va faire du problem framing, parce qu'on va faire une étude sur le terrain, du guérilla test, enfin ce genre de choses, des observations, etc. Il y a une phase de pré-sprint, quoi. Il y a vraiment, c'est un moment à part entière qu'on n'avait pas du tout pris en compte au début. Et donc, dans notre outil, on commençait par research review, how might we, mapping, etc. Et au final, non, mais il y a une vie avant, quoi. Enfin, et bien au contraire, il faut on vend ces étapes-là, en tout cas pour ceux qui étaient consultants, freelance, on les vend. Donc, si en plus on doit partager, faut que les gens voient qu'il y a eu un travail en amont, et ce travail-là, en plus, il va être présenté pendant le sprint, donc c'est une phase importante. Nous, on doit la planifier, on doit la prévoir, on doit l'organiser. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Parce qu'on n'avait pas du tout pris en compte au début. Et ça c'était une grosse déception. Après, dans le run, ce qui était le gros point qui était à corriger, c'était
la phase de run où nous, on pensait que les gens allaient tout de suite utiliser notre outil. Du coup, comment je dirais utiliser notre outil pour permettre aux gens d'exécuter un exercice. Quand tu dis le run, c'est pendant le sprint. Ouais, pardon. Ouais, pendant le sprint, dans un exercice, on se disait, bon, bah voilà, notre outil, comme ils vont s'en servir pour un peu tout faire, du coup, il sera projeté. Et donc, du coup, les gens, on avait mis donc, dans la page un encart avec des instructions, un encart avec où tu pouvais prendre tes notes, mettre des photos, etc. Et en fait, les gens me disent non, mais en fait, moi déjà, je ne prends pas des notes dans un sprint, il n'y a pas le temps, ça va trop vite, clairement, c'est pas possible. Et en plus. Mais alors, tu l'avais designé sur ta pratique en fait, mais du coup, alors ça va être très intéressant, parce que nous, on va faire le postulat d'un nouvel usage, mais on verra. Parce que moi, comme j'avais la possibilité d'inscrire les notes, il y avait quand même dans le sprint, sans que je le détecte, des moments creux sur lesquels j'avais pris le temps de prendre des photos et de les mettre. Et du coup, peut-être parce que j'avais l'outil, je me l'étais permis, mais j'avais réussi à le faire. Donc du coup, on était parti de ce postulat. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a aussi le fait que des outils bien pensés génèrent aussi de nouveaux usages. Moi, je me souviens quand tu m'avais montré le truc, je m'étais dit, ah ouais, tiens, il y a des choses que je fais pas en sprint aujourd'hui, mais c'est peut-être parce que je suis pas outillé. Enfin, tu vois, mon besoin aussi, il est pas, tu vois, tu sais pas exprimer forcément ton besoin. Tu sais quels sont. Là, je raccroche avec le jobs to be done du Lvic, tout ça, mais c'est le fait que tu sais quel est le résultat que tu souhaites obtenir. Maintenant, comment tu dois obtenir ce résultat, c'est pas forcément comment tu dois le faire. Donc, et c'est un peu en résonance par rapport à ça. Je me souviens, ce fait de se dire, ok, je peux prendre des photos et en fait, les photos vont être automatiquement associées à un exercice, à un moment de la journée et tout. Je me suis dit, ça, c'est quand même pas mal. Parce que finalement, à la fin je t'en avais fait le retour, mais à la fin d'un sprint, je prends beaucoup de photos et je me retrouve avec une masse de photos qu'il faut trier. C'est des tâches à faible valeur ajoutée. Si demain, il y a un outil bien pensé qui me permet effectivement de pouvoir le faire, c'est un plus, quoi. Tu vois. Après, je sais pas si c'est un jobs to be done prioritaire, mais quand il l'avait présenté, je m'étais dit un peu la même chose. Je me suis dit, en fait, dans la première truc, je me suis dit, il y a des gens qui prennent des notes et il y a des gens qui prennent en photo à la fin de chaque journée. Il y a beaucoup de. Là, je me suis dit, ouais, non, mais je pourrais, mais j'avais pas. Et après, je me suis dit, on dit non, c'est pas habituel, j'ai pas le temps. Or, moi, ce que je me rappelle, c'est que j'avais pas le temps, mais par contre, ce que je me rappelle, c'est que des sprints qui finissent un peu tard ou voilà, ça part un peu en vrille ou t'as pas le temps. Le soir, je me suis dit, ça veut dire que là, sur mon moment là où j'ai 10 minutes, je peux prendre des photos, les mettre dans mon outil et c'est pas ce que j'ai à faire ce soir en sortant du sprint. Ouais, ok, je vais peut-être. Et c'est parce que j'avais l'outil, mais je le faisais pas avant, effectivement. Je prenais des notes un peu sur mon carnet et puis je pense comme beaucoup de sprint masters, je finis le soir en me disant faut préparer le lendemain et puis il faut garder bien nos choses et je suis un peu fatigué. Donc ça, c'est vrai qu'on a été challengé là-dessus. Pour autant, on n'en démord pas. On a changé l'outil, mais après c'est votre méthode, c'est votre façon aussi d'avoir collecté de l'insight. C'est juste des gens qui disent moi je prends pas de notes aujourd'hui, je prends pas de photos aujourd'hui. Oui, mais voilà, après il y a d'autres façons de recueillir effectivement du feedback et de mettre l'outil entre les mains des gens et de voir après un sprint ou deux comment ils sont. Exactement. Du coup, par contre, à l'inverse, on n'avait pas forcément capté ça. C'est que s'il y a bien un truc qu'on capte, c'est que l'animation et les slides qui accompagnent l'animation, les Sprint Masters, c'est un peu leur bébé, leur bijou, quoi. Non, mais vraiment, il y a beaucoup de Sprint Masters qui ont passé du temps à avoir des slides qui embarquent les gens sur les exercices, qui expliquent bien avec des photos pour montrer des exemples, etc. Je pense que ça rebondit peut-être sur vous, mais on a vu des livrables, des présentations qui sont juste incroyables, hein. Vraiment très fines, avec des exemples qui sont très bien décrits. Enfin, les gens ont passé un temps fou. Est-ce que tu as un exemple comme ça qui te vient en tête d'un truc que tu as vu ? Ah, mais il y en a beaucoup. Alors typiquement, tous les Sprint Masters de grande seniorité, je dirais même des influenceurs aujourd'hui qui en tout cas… Qui par exemple Mikey Coppen sur le Voice, Design Sprint ou même Robert Scrumb
ont des templates. Alors Robert Scrub, je pense que c'est encore pire parce que le Miro mural qu'il a les templates sont réglés parfaitement. Non, les gens ont un vrai travail de fond sur ça. Comment ils amènent les participants à bien faire l'exercice et à aller au bout du truc. Et du coup, on s'est dit, et les gens nous disaient, non mais vous avez mis 3 bullet points écrits en tout petit pour faire. Ça se passe pas comme ça en fait dans la vraie vie. On n'est pas chez Microsoft. Et donc là, on s'est fait bâcher en disant, non, mais en fait, c'est pas comme ça. Moi, je vais vous montrer. Et effectivement, on comprend que cette phase-là, elle est ultra importante. Et là où on avait la prise de notes, qui était une partie quand même importante de l'interface, par rapport aux instructions notamment, en fait, aujourd'hui, effectivement, on a complètement inversé un peu le truc. On a laissé les notes, mais on a mis bien plus en scène la façon de créer des instructions et de permettre au Sprint Master d'avoir un peu sa patte sur cet item-là. Non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai storytelling. En même temps, pendant 5 jours, tu racontes une histoire, ouais, tu as ton support. Et après, chacun son style. Je sais qu'on s'est pas mal échangé nos supports respectifs avec Thibaut au début quand on bossait ensemble. Et il y avait des choses auxquelles Thibaut avait pensé quand il me montrait son support. J'étais putain, ça c'est une bonne idée, je vais l'introduire dans le mien, et vice versa. Enfin bon, et puis il y a un kiff, c'est vrai. Il y a un kiff. Il y a un moment donné où quand tu introduis le truc, moi je sais que j'aime bien, comme plein de gens, mais j'ai envie de me faire plaisir, quoi. Tu vois aussi, j'ai pas envie d'avoir des slides hyper chargés. Et du coup, tu as envie d'essayer de faire marrer les gens. Après, je pense que tu as un style en fait aussi. Tu as un style quand tu es facilitateur. Je pense que c'est l'expérience que tu vends aussi en tant que facilitateur qui fait que les gens ils vont y revenir. On n'en a pas fait 100 000, mais sur la trentaine d'interviews qu'on a fait, des échanges qu'on a régulièrement avec les Sprint Masters, il y a un kiff. Il y en a certains qui ont toujours la même blague au commencement du sprint, mais ils vont te dire je sais que celle-là, si elle fonctionne, ça va bien se passer, quoi. C'est un peu voilà, c'est ma petite vanne. Est-ce que tu la connais, la blague ou Non, je saurais plus dire. On veut du détail. Je saurais plus dire, mais voilà, il y a la petite blague de passage. Je crois que c'est. Mais si vous avez l'occasion d'ailleurs de l'interviewer, je pense que lui, c'est un ayatollah du design sprint. Il l'exécute genre à la lettre et tout. C'est Alexandre Koch. Et lui, je crois que lui, je connais pas cet homme-là, donc. Et lui, il a une petite vanne. Je crois qu'il a une petite blague. Je crois qu'il est d'ailleurs dans le contenu du design sprint de base. Mais lui à dire, je sais que celle-là, je l'ai fait. Et en fait, c'est presque ça me lance dans le design sprint, quoi. Ça, c'est l'ouverture, donc ouais, c'est marrant. On a tous nos petites manies. Et la difficulté de notre outil, c'est de s'adapter à ça. Et ça, là par contre, là c'est un enjeu de ouf. Là, on sent qu'on a du challenge. Et c'est peut-être là où on va avoir la plus grosse résistance parce que des gens qui sont un peu experts, qui ont commencé à avoir leur propre contenu, de tout retranscrire dans le support, dans l'interface, dans l'outil, c'est un effort. Et il faut que notre outil soit hyper balèze pour leur faire ça, pour les embarquer. C'est super dur. Et du coup, ça, c'est un vrai insight. Dans ce que c'est marrant en fait, quand tu en parlais, et c'est une question aussi pour vous deux. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, finalement, à une époque, j'étais très attaché au slide. Et j'ai l'impression de m'en détacher un petit peu là, progressivement, tu vois, de me dire qu'en fait, je préfère le montrer en live, leur montrer prendre un post-it, l'écrire avec eux, faire des trucs comme ça. Et je sais pas si toi, tu restes avec la slide ou est-ce que ça évolue un peu Ouais, il y a plusieurs générations en fait. Moi, j'ai eu plusieurs générations de guides d'animation. Tu les as vus aussi, mais il y a le guide d'animation qui te rassure toi aussi en tant que Sprint Master au début, où en fait, tu présentes et à toi-même et au groupe en fait les différentes instructions, enfin tu vois les différentes étapes, petit 1, petit 2, petit 3, etc. Même au début je mettais les temps, etc. Bon, la deuxième génération c'était d'enlever les temps et de me dire en fait c'est pas l'affaire des sprinters, c'est le mien en fait, la gestion du temps. Eux ils ont pas à savoir s'ils sont à la bourre ou en avance, c'est pas leur problème, c'est le mien, donc c'est à moi d'adapter. Et si je rends visible le fait que je suis en retard par exemple, ça va leur coller un stress qu'ils n'ont pas à avoir, première chose. Puis après, deuxième chose, effectivement, il y a des exercices où en fait, tu n'as pas besoin d'avoir écrit ces trucs-là juste à l'oral, il y a des choses qui fonctionnent très bien, du coup, tu allèges ta presse au max et tu gardes ta presse que pour des trucs essentiels. Soit des trucs méga fun et du coup, les gens regardent, soit des trucs vraiment essentiels comme des exemples. Après, il y a des trucs, si écrire gros sur un post-it ou des trucs comme ça, moi c'est vrai que je me fais pas chier, je le fais pas sur un post-it, j'ai ma slide et voilà. Et puis,
j'ai une question. Ouais, quand on avait parlé ensemble, il y avait je crois qu'il y a un chemin, il y a un moment, il y a un choix sur la gestion du temps. Toi, tu dis, et c'est ce que tu m'avais dit, et je me suis dit, mais est-ce que je fais pas une erreur? Le temps, c'est pas leur affaire. Eux, ils sont là pour se détendre, passer un bon moment. C'est un vrai débat qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à résoudre. Moi, j'ai pris un autre chemin. Au travers de tous les Sprint Masters, c'est un vrai débat qu'on n'arrive pas à résoudre. Moi, je vais tester ça au prochain. Et mon chemin, c'est l'inverse. C'est le total opposé. C'est-à-dire, en fait, je veux responsabiliser les gens au max sur le temps. Je leur mets le temps partout. C'est limite, si je peux m'arranger pour que ce soit eux qui gèrent le temps, je le fais. Mais quand j'entends ça, et quand tu l'as déjà dit, je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus positif et sympa de se dire, non, en fait, vous vous éclatez, vous pensez à l'idée, machin, et tant. Par contre, je vais le tester, mais je suis curieux de voir ce que ça donne. Mais attends, je dis pas que. Tu vois, quand tu les lances sur un Crazy Eye, tu leur dis il y a 8 minutes, c'est 1 minute, voilà. Mais par contre, si à un moment donné, il y a eu des échanges qui ont été un peu plus longs et que toi, tu évalues comme étant nécessaire en tant que facilitateur, parce que tu te dis si on crève pas l'abcès tout de suite, et que moi, bêtement, j'applique le truc à la lettre, etc., je sais que je vais avoir 2-3 personnes où tu vas les voir, ça se voit, il y a des tels physiques hyper forts qui vont pas être à l'aise. Et tant que tu n'as pas percé ces abcès, les mecs, tu les réembarques pas. Donc tu sais qu'il faut que tu le fasses. Là, tu sais que tu vas prendre un quart d'heure, 20 minutes dans la vue par rapport à ton timing, mais tu sais qu'il faut le prendre. Et derrière, si en plus tu as percé un abcès, mais les mecs, ils ont eu leur petite dose de stress, etc., et qu'en plus tu leur remets derrière le stress du temps, dire « Ah, vous avez vu, c'est un peu de votre faute, vous vous êtes mis 20 minutes dans la tronche », bah, personnellement, je me dis c'est pas bon quoi. Je dois pas leur faire sentir ça. Si au maximum, je dois essayer de les ménager là-dessus parce que de toutes les façons, la pression du temps, ils l'ont. Parce que tu fais des checks à un moment donné. À un moment donné, à midi, ils te demandent c'est bien, on est bien là, on est dans les temps, tout se passe bien. Ils te le demandent. Et donc là, tu leur dis ouais, t'inquiète pas. Ou alors, on a une petite heure dans la vue, mais ça va bien se passer. Ah, moi, j'ai plutôt des gens, tu leur dis on est en retard, ils disent attends 2 secondes, on finit de parler de ce dont c'est vrai en plus. Ah mais voilà, bah typiquement, oui, mais... vous êtes l'exemple même de ce qu'on a nous en interview, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne sait pas. On n'arrive pas à se décider sur est-ce qu'on laisse le timer dans l'outil visible, pas visible, accessible, pas accessible. Enfin, c'est un vrai sujet et typiquement c'est un des insights qu'on... Mais le timer, je l'utilise. Hein. Mais quand tu leur dis voilà, vous avez 10 minutes pour faire ça, tu le fais. Mais entre 2 exercices par exemple... Est-ce que tu le montres? Non, mais tu dis pas en fait d'une slide à une autre. Voilà, normalement à ce stade-là, il est 11h30 et il est déjà 13h et personne n'a mangé, tu vois. Ouais. C'est ça que je veux pas rendre visible. Ouais. C'est tout. C'est vrai que toi, dans ta tête, pourtant tu vois que ça. Tu vois, t'as 20 minutes de retard et ils sont en train de prendre chacun 1 minute pour te raconter des trucs et t'es là, ok, ça va passer. Donc voilà. Et puis donc là, c'est plutôt sur la phase de run où c'est effectivement ça c'était important. En tout cas des sujets qu'on a à traiter encore aujourd'hui. Et puis il y a toute la partie sur le partage. Où nous on s'était à la fin tu veux dire ouais, ça, à la fin du sprint. Alors d'ailleurs non, pas que à la fin. Exactement, c'est ça, c'est que nous on avait un postulat qui était de dire on va mettre un share, partager le contenu de l'outil, le sprint, un peu partout quoi. Ouais, un peu partout. On l'avait mis en tout cas dans la page. Et du coup, on se disait, mais ça peut être génial, ils partagent en amont, donc les gens sont au courant. Enfin, il y a plein d'hypothèses comme ça. Et en fait, c'est pareil, quoi, on n'a pas de réponse aujourd'hui. Il y en a certains qui se sentent tout à fait à l'aise de, par exemple, partager leur agenda, mais qu'avec le décideur. Parce que c'est lui qui doit en prendre connaissance et les autres n'ont pas forcément besoin. Il y en a d'autres qui vont dire si, moi j'ai besoin d'évangéliser la méthode dans ma boîte, j'ai besoin de machin, donc si je peux partager, et puis si les gens savent ce qu'ils vont faire dans la journée, ou en tout cas qu'ils voient que ça va être une journée chargée, les sensibiliser un peu à tout ça, moi je vais leur montrer. Il y en a d'autres qui veulent pas parce qu'ils disent oui mais imagine le soir il revient, il regarde ses idées, il me re-challenge le lendemain, ça va être l'enfer, etc. Il y a plein d'avis, donc du coup on pousse, on va voir et puis on va voir au niveau des usages, mais ça j'ai hâte de voir comment ça se passait parce que beaucoup, en tout cas il y a plutôt une tendance à se dire non moi je partage à la fin. Quand mon livrable il est bien fait, que mes notes sont bien prises, que tout est… Et comme un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on prend ses notes, on synthétise bien. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous faites les livrables, mais c'est toujours un pain. Hein. Enfin, pour moi, là, pour le coup, le livrable du sprint, c'est toujours un peu long, un peu fastidieux, etc. Surtout à la fin de la semaine. Du coup… non, les gens disent non, je partagerai à la fin de mon sprint et puis ça suffira. Donc ça, c'est un peu la tendance.
Et il y a un truc qui me marque dans ce que tu dis, c'est qu'il y a partagé, mais il y a dans ce que tu dis, il y a deux typologies de contenu à partager. Il y a le contenu de ta méthodo, et tu dis il y a des gens qui le partagent avec les décideurs, avec le client. Ouais. Il y a des gens il y en a beaucoup qui font ça dans ceux que tu as interviewés. Bah de dire ouais, je présente l'agenda. Alors c'est pas la méthode en tant que telle. Bah presque. Si tu c'est l'agenda en tout cas, ouais, de dire voilà. Il y a le MyTwee. Exactement. Et de le dire sketching en 4 étapes. Exactement. Et de dire bah voilà, ces ateliers ils répondent en ça et potentiellement notamment dans la sensibilisation du décideur, il y en a beaucoup qui utilisent ça pour dire bah voilà, aux endroits où tu vas intervenir, qui expliquent les ateliers pour dire bah voilà pourquoi tu dois intervenir et pourquoi ça peut être aussi touchy. Et donc ils le préparent un peu plus, qui préparent grâce à ça. Donc ils se font pas challenger, ils t'en ont pas parlé, c'était non, sujet, mais... non, c'est trop détaillé. Non, je pourrais pas te D'accord, répondre. ok. Non. Et du coup, à l'inverse, là tu dis voilà, on a identifié que ça, c'était c'était pas forcément des hypothèses très heureuses sur la première version du prototype. Ouais. À l'inverse, qu'est-ce qui apparaît comme étant des arguments hyper forts en fait? Nous, on était parti du principe que de base, tu pouvais, en créant un sprint, tu pouvais choisir un template de sprint et du coup le customiser. C'est-à-dire d'un coup avoir tout l'agenda détaillé et pouvoir déplacer comme tu veux, changer les sprints. Bon, ça on n'a jamais eu de retour négatif là-dessus. On nous a jamais dit ah non, je fais pas ça. Au contraire, on nous a donné plein de use cases pour se dire bah oui. D'ailleurs, nous on estime à peu près les réponses et globalement, moi honnêtement, aujourd'hui les confirmés et les seniors, le lundi, il est tout le temps modifié, Il n'y a pas un workshop qui est égal à la méthode. Et en tout cas, les concepts, c'est le mardi matin en fait. Le lundi et le mardi, ouais. Le lundi, le mardi matin sont les jours les plus modifiés de la semaine. Donc du coup, on nous a dit, non, mais c'est super. Surtout que nous, en plus, dans notre proto, on modifiait effectivement, on faisait une simulation de modification du jour 1. Les gens disaient, mais non, mais c'est hyper cohérent en fait. Mais oui, tout à fait, je fais ça. Enfin, ça m'arrive. Et puis, nous montrer les documents, les livrables et tout, en disant, on dit oui, non, c'est clair ça. Donc, ce qui était cool, c'est que donc, démarrer d'un sprint, d'un template de sprint, permettait à ceux qui voulaient commencer à vraiment faire de sprint, de se rassurer en se disant j'ai l'agenda qui est déjà fait, j'ai juste à suivre l'outil, comprendre quelles sont les instructions, quelles sont mes instructions à moi Sprint Master et du coup dérouler un peu quels sont les tips, etc. Et par contre, ceux qui étaient plus aguerris, de se dire ok, l'agenda, d'ailleurs c'était même la première frayeur, attendez, le template là, c'est le template de base, non, parce que moi je n'utilise plus trop ou je le change. Et du coup, quand on montrait la page, dire ah oui, d'accord, ok, oui, parce que moi je fais ça avec ça. Donc on savait que c'était cohérent avec ce qu'ils faisaient au ce moment. Et alors du coup, vous aviez cette première version du proto, vous avez fait votre recherche sur la base de ce proto. Et là, du coup, aujourd'hui, quels sont est-ce que vous avez déjà commencé à poser des grandes hypothèses d'amélioration, d'implémentation de nouvelles fonctionnalités? On a revu le proto. Le proto a été refait, Ouais, on a revu le proto. Vous l'avez pas repartagé? Il est en développement. Il est en développement, carrément. Vous sortez le MVP direct. En fait, on va essayer de travailler là pour le coup en agile, en se disant que on essaye vraiment de développer là dans le proto, dans le MVP des parcours. Et donc, on va aller très rapidement tester chaque parcours, même si tout n'est pas clean, etc. Mais depuis le début, on a vraiment essayé d'être au plus proche du terrain. On s'entend bien avec les Sprint Masters, on essaie de les intégrer le plus possible. Et donc, du coup, l'idée, c'est de continuer. Donc, dès qu'on a quelque chose d'un peu potable, un peu finalisé, même si c'est un peu dirty, mais c'est pas grave, on y va, on pousse, les gars testent, ils nous remontent des incohérences, des problèmes. Et puis, au fur et à mesure, j'espère qu'on arrivera à faire un truc sympa qui engagera un peu plus de gens. Et alors, moi j'ai vu un truc aussi tout à l'heure, parce que malgré le fait qu'on se connaisse un petit peu et tout ça, j'ai quand même j'ai un petit peu bien fait mon travail. J'ai un peu peur des questions comme ça. Ouais, pas du tout, mais non, on apprend au fur et à mesure, c'est-à-dire que l'interview juste avant, on avait quasiment rien préparé sur le premier épisode, et là sur le deuxième, on essaie de préparer un peu mieux les choses. J'ai un peu peur. Non, pas du tout, il ne faut pas avoir peur. Moi ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une autre initiative parallèlement à ça en Europe qui est en train de se monter, qui est Virtual Design Sprint Europe,
Ouais. Moi, j'étais rentré en contact avec Tom Jepson, qui est un des cofondateurs en fait, de cette initiative-là, sur la base d'une conversation qu'on avait eue avec Sabrina Gerlich, que tu dois voir qui c'est, et qui me disait, parce que je disais, on discutait avec Sabrina, on se disait, mais elle m'avait parlé du fait qu'il y avait des initiatives de structurer un peu la communauté Design Sprint en Europe, de la même manière qu'ils l'ont fait aux États-Unis, de la même manière que le laptop cristallise un petit peu les choses en France, mais là au niveau européen. Et elle m'a dit, va voir Tom Jepson, parce que lui, il est en train de mener cette initiative-là, donc tout est moustillé. Je suis allé voir Tom Jepson, j'ai contacté sur LinkedIn, et comme à l'accoutumée dans cette communauté de joyeux lurons, Tom m'a accueilli les bras grands ouverts, très gentiment, en me disant vas-y, inscris-toi, c'est top, c'est génial, on va faire des trucs géniaux, etc. Mais en fait, cette ambition-là, juste pour recadrer Virtual Design Sprint Europe, en gros, il y a 4 grandes missions. L'idée, c'est d'avoir une communauté ouverte à toute personne intéressée par des workshops créatifs. L'idée aussi, c'est de créer un impact positif sur, alors ils disent les gens, la planète, le profit, enfin on a un petit peu tout finalement dans ces missions-là, à travers une collaboration virtuelle. Ça, je pense que c'est un élément important. L'idée, c'est d'utiliser peut-être des outils virtuels comme a pu le faire Robert Scrobe justement à travers Global Virtual Design Sprint. Et puis de faire grandir la communauté et son expertise, en gros de rendre accessible, je crois qu'une des missions c'est de rendre accessible le Design Sprint à un maximum de personnes. Donc voilà. Donc c'est des missions qui sont plutôt louables, mais bon, il y a une landing page qui existe aujourd'hui sur laquelle on nous invite à s'inscrire pour être tenu informé de l'avancée de cette communauté, de la construction de cette communauté, et que c'est un peu elle qui va autodéterminer finalement ce que sera de façon pragmatique Virtual Design Sprint Europe, de ce que j'en ai compris. Mais peut-être que tu vas pouvoir nous donner un peu plus d'infos, parce que la news, c'est que Virtual Design Sprint Europe a un partenariat avec mydesignSprint.io. Et quand j'ai vu que virtualdesignsprinteurope.com avait ce partenariat avec vous, tout de suite je me suis dit, mais ça me fait penser au partenariat que Robert Scrobe avec Mural. Donc, enfin, même si ce n'est pas les mêmes outils, etc., il y a un peu la même ambition. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Comment ça s'est passé finalement ça veut dire quoi ? C'est quoi ce partenariat ? En fait, c'est suite à dans la même lignée que toutes les interviews qu'on mène jusqu'à aujourd'hui, on a été effectivement voir aussi les gens qui étaient très actifs sur ce sujet-là. Et au travers des discussions, comme tu as pu le souligner sur les missions effectivement de l'équipe du coup Design Sprint Europe, on partageait les mêmes valeurs. Nous, je dirais la mission en tout cas qu'on se donne, c'est que on kiffe la méthode, on kiffe les outils qui sont apportés, et ce qu'on kiffe surtout, c'est qu'on voit que les gens se l'approprient pour des sujets que moi j'aurais même pas pensé utiliser le design sprint pour ça. Typiquement Mikey Coppens avec le voice ou le vocal design sprint, on voit le AI design sprint, on voit le strategy design sprint qui est sorti récemment. En fait, juste en termes de valeur, de ce qu'on voulait faire, on veut démocratiser le design sprint aussi grâce à l'outil, le rendre plus accessible. Au fil des discussions, on s'est dit ça paraît en fait évident, naturel. Et pour le coup, il n'y a pas là, je dirais, de concurrence dans le sens où il me semble que, en tout cas de ce que j'avais compris, Mural aussi est sponsor de Design Sprint Europe. Donc non, en fait, je pense, on est un ensemble d'acteurs avec la même mission, qui est de dire c'est un outil qui fonctionne super bien, qui mérite d'être connu de tous les facilitateurs, et donc on cherche à avoir un rôle là-dedans parce que ça nous tient à cœur, parce que nous on pratique, et si on peut, comme on le disait tout à l'heure, aider un peu plus les gens à moins se casser les dents sur l'approche en la pratiquant, ça peut être cool. Donc ça s'est fait assez naturellement. Mais c'est-à-dire que votre outil sera mis à disposition gratuitement de la communauté Virtual Design Sprint Europe, ou je pose la question directement parce qu'il y a forcément un business model derrière. Alors pour le coup, en termes de partenariat pur, je dirais les conditions, le business model, non, il n'y a rien de tout ça. D'accord. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est peut-être trop tôt en même temps. D'abord, tu cherches l'adoption d'un produit, et puis ensuite tu. Oui, nous, c'est assez marrant, mais on a, comment je pourrais dire ça,
Nous, on suit un peu les règles et de l'UX et de l'entrepreneuriat. La phrase, c'est fake it until you make it. On a fait un proto, on a fait des choses. On a essayé d'aller jusqu'au bout de la démarche pour essayer de voir s'il y avait vraiment de l'intérêt. Ça a l'air. Là, on prend le risque de sortir l'outil. Ça se trouve, ça va faire un flop et puis voilà. Mais ça, au minimum, on se dit que l'outil, on sait que, enfin moi en tout cas, je sais que moi l'outil, je vais l'utiliser. Et du coup, je me dis, bah c'est pas grave, on aura fait un outil qui conviendra peut-être à moi. Ouais, et puis tant pis, c'est pas grave. Voilà, il a l'air de plaire, on verra. Il va falloir que tu en parles à tes investisseurs après derrière. Ouais, c'est ça, ouais, ça va peut-être être un problème. mais non, là, l'idée était plutôt de dire, on fait front. On fait front ensemble et votre démarche, nous, on la kiffe parce qu'elle est complètement cohérente avec ce que nous, on défend. Et donc, quand ils nous ont demandé si on voulait soutenir, on a dit oui, carrément. Il n'y avait même pas de sujet là-dessus. Ouais. Alors moi j'ai vu, je me suis inscrit à votre newsletter. Si on s'inscrit, on peut s'attendre à quel rythme d'article, quel contenu, qu'est-ce que vous allez... L'idée n'était pas forcément de tenir sur la fréquence, plutôt d'avoir des articles qui ont du contenu intéressant, qui participent un peu comme on le fait là, à se dire, à apporter des apprentissages, à être transparent sur nous, la façon dont on crée l'outil et on veut le démocratiser. Donc aujourd'hui, on aimerait bien, en tout cas la volonté c'est d'en avoir au moins une toutes les semaines, 2 semaines. Et du coup, comme effectivement, moi je m'engage pleinement dans l'outil, en tout cas à la création de la boîte et de l'outil dans les prochains mois, du coup d'avoir un contenu qui est par contre qui sera effectivement plus poussé, plus régulier et qui viendra nourrir un peu tous les contenus qui existent déjà autour du sprint, plutôt du contenu écrit et effectivement relié à la plateforme qui montre peut-être des usages un peu différents, ce qu'on continue d'apprendre au travers de nos tests utilisateurs, puisqu'on va bientôt rentrer en phase de test utilisateur, etc. Est-ce qu'on arrive sur une fin de partie ou tu as d'autres questions? Non, je crois qu'on a à peu près brossé tous les sujets. Je pense qu'on pourra encore en parler longtemps, mais c'est clair. Merci à l'infini. Merci à l'infini, Sylvain Doré. Merci à vous. Merci à toi pour ta persévérance et sur cet épisode qui aura quand même duré un certain temps, mais on a brossé plein de sujets. Ouais, c'était avec grand plaisir. Merci à toi. Merci. Salut. Je dis salut. Putain, il m'a piégé. Il dit ciao, c'est le mec cool. Allez. Gourmet.